Bonsoir à tous. Ceci est la suite du précédent épisode sur la tyrannie de la majorité et Tocqueville va développer dans cette partie à la fois le paradoxe de cette tyrannie de la majorité et également les moyens d'y remédier. Donc je vous lis une page et ensuite je vous fais une analyse de ce passage que j'ai trouvé dans cet ouvrage donc les libéraux de Pierre Manant, où vous avez une anthologie de textes et vous avez des textes extraits de la démocratie en Amérique que je trouve pertinents, puisque ce sont des concepts que nous avons souvent eu à utiliser. Alors, donc, je vous lis la suite de ce texte qui se situe dans le chapitre 7 de la deuxième partie du tome 1, sur la tyrannie de la majorité. Ce que je reproche le plus au gouvernement démocratique, tel qu'on l'a organisé aux États-Unis, ce n'est pas, comme beaucoup de gens le prétendent en Europe, sa faiblesse, mais au contraire sa force irrésistible. Et ce qui me répugne le plus en Amérique, ce n'est pas l'extrême liberté qui y règne, c'est le peu de garanties qu'on y trouve contre la tyrannie. Lorsqu'un homme ou un parti souffre d'une injustice aux États-Unis, à qui voulez-vous qu'il s'adresse? À l'opinion publique? C'est elle qui forme la majorité. Au corps législatif? Il représente la majorité et lui obéit aveuglément. Au pouvoir exécutif? Il est nommé par la majorité et lui sert d'instrument passif. À la force publique. La force publique n'est autre chose que la majorité sous les armes. Au jury. Le jury, c'est la majorité revêtue du droit de prononcer des arrêts. Les juges eux-mêmes, dans certains États, sont élus par la majorité. Quelque inique ou déraisonnable que soit la mesure qui vous frappe, il vous faut donc vous y soumettre. Alors, je m'arrête ici dans la lecture et je vais vous lire la suite juste après. Ce qu'il est en train de dire là, Tocqueville, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe parce que finalement, ce qui est grave aux États-Unis, ce n'est pas finalement que le gouvernement soit trop faible, hein, c'est qu'il soit trop fort. Alors pourquoi il dit que c'est paradoxal? C'est parce que les États-Unis étant dans une démocratie, on pourrait s'attendre que du côté européen, on souffre, on souligne plutôt la liberté qui y règne et qu'on dise que ce soit cela, cette anarchie potentielle, qui soit le plus grave danger. Mais lui pense que c'est plutôt la tyrannie, c'est la force de la majorité, c'est la force qui émane du vote à la majorité qui est à craindre, finalement. C'est ce despotisme. Donc ce n'est pas le problème, ce n'est pas aux États-Unis que les gens n'obéissent pas aux lois, hein, ce n'est pas que vu que c'est la démocratie, tout le monde n'en fait qu'à sa tête et que la licence soit le maître mot de la démocratie aux États-Unis. Le problème, c'est que le vote est tellement bien mis en place avec une structure tellement implacable qu'une fois que la majorité est sortie des urnes, elle est partout. Et finalement, on a comme une sorte de monarchie, mais à l'intérieur d'un cadre despotique. Pourquoi on a une sorte de monarchie absolue? C'est qu'en fait, la majorité se retrouve partout. Elle se retrouve, par exemple, il le dit dans ce que je viens de lire, dans l'opinion publique, parce que c'est le règne de l'opinion avec les opinions dominantes qui l'emportent. Ensuite, au corps législatif, puisque donc l'Assemblée élue, bien sûr, vote des lois qui vont dans le sens de la majorité. Par exemple, aux États-Unis, si ce sont les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants qui l'emportent, eh bien, en fait, à l'Assemblée, on n'entendra jamais les minorités noires ou émanant de d'autres origines sociales ou ethniques, etc. Donc, le pouvoir exécutif est lui aussi une incarnation de la majorité, et la force publique, l'armée, arme cette majorité. C'est ce que l'on voit bien chez Philip Ross, hein, donc où on voit que une fois que Wheeler est au pouvoir, après Lindbergh, il noyote tous les niveaux, et donc les Juifs n'ont aucun moyen de trouver appui. Ils sont obligés de créer leur propre milice, hein, donc à l'intérieur de leur communauté, avec des petites frappes, donc c'est un petit peu ridicule, mais pour se défendre. Hein, donc ils ne trouvent plus appui dans aucune instance, y compris donc la force publique qui passe du côté de l'oppresseur de la minorité. Et donc finalement, même le tribunal n'est pas indépendant dans ce système, puisque la majorité va nommer un certain nombre de magistrats, etc., et juges,
et du coup, on n'aura pas une réelle indépendance des pouvoirs. Donc là, j'aimerais bien en venir à quelques concepts que Tocqueville prend à Montesquieu. Montesquieu avait parlé de cette importance de la séparation des pouvoirs. Lui, ce qu'il avait en tête, c'est cette balance of power, c'est-à-dire cet équilibre des pouvoirs qui a lieu en Angleterre à son époque, donc à l'époque de Montesquieu. La seule démocratie, on va dire, c'est cette monarchie parlementaire que les Anglais ont inventée avec une chambre des lords, une chambre des représentants. Et Montesquieu trouve que les choses sont très bien faites avec cette balance des pouvoirs, parce que le pouvoir peut arrêter le pouvoir. Alors que dans une monarchie absolue, tous les pouvoirs exécutifs, judiciaires, législatifs sont dans une même main, et même la force publique. Donc en fait, ce qu'est en train de dire Tocqueville, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes en démocratie que nous ne sommes pas à l'abri, que nous sommes à l'abri plutôt, d'un pouvoir absolu. Donc c'est ça à quoi il faut faire attention. Il faut faire attention que les diverses instances, les divers pouvoirs puissent laisser aussi les minorités, aussi l'opposition s'exprimer. C'est le cas par exemple dans nos démocraties françaises actuelles, où parfois l'Assemblée passe dans les rangs de l'opposition, la majorité devient opposée, par exemple avec des cohabitations, etc. Donc si on a une possibilité pour les minorités ou pour les opposants de s'exprimer dans certaines instances, c'est mieux que si la majorité emporte tous les sièges dans toutes les institutions, Sénat, Parlement, etc. Alors ensuite, le texte se poursuit, donc je me permets de vous en lire encore un petit morceau. Supposez au contraire, c'est là qu'il est en train de proposer un idéal de séparation des pouvoirs, supposez au contraire un corps législatif composé de telle manière qu'il représente la majorité, on voit bien que faire les lois, ça va être la majorité, sans être nécessairement l'esclave de ses passions. Donc il faut que la majorité ne s'emporte pas dans ses dadas, quels qu'ils soient, pour finalement s'enfermer dans des convictions qui vont être stériles si elles n'évoluent pas. Il faut que la majorité, quand elle arrive dans le corps législatif, raisonne, débatte réellement, que le parti soit vivant, qu'il ne soit pas soumis à un chef. Et de l'autre côté, il faut un pouvoir exécutif qui ait une force qui lui soit propre et une puissance judiciaire indépendante des autres pouvoirs. Donc il faut qu'il y ait cette indépendance des tribunaux d'un côté et que le pouvoir exécutif, en fait, soit lui aussi pensé de manière séparée du pouvoir législatif. Et vous aurez encore un gouvernement démocratique, mais il y aura presque plus de chances pour la tyrannie. Et donc il conclut, je ne dis pas que dans le temps actuel on passe en Amérique un fréquent usage de la tyrannie. Il ne veut pas dire que les États-Unis veulent en dresser un portrait affreux. Je dis qu'on ne découvre point de garantie contre elle. Donc en fait, c'est potentiellement que la démocratie peut tourner à la tyrannie de la majorité. Et il poursuit, et qu'il faut y chercher les causes de la douceur du gouvernement dans les circonstances et dans les mœurs plutôt que dans les lois. Alors là, il y a une clé très importante pour comprendre Tocqueville et pour comprendre les autres livres que nous avons au programme. Il dit que finalement, ce qui est important à souligner, c'est cette douceur qu'on a aux États-Unis, donc le fait que les gens obéissent aux lois, que ça fonctionne assez bien. Et cela, on ne le doit pas aux lois qui sont votées, mais on le doit aux mœurs. C'est-à-dire que là encore, il rappelle que la démocratie n'est pas qu'un régime gouvernemental, par opposition à la monarchie, etc., qui ne se distingue pas tant par les institutions qui sont mises en place, que par les mœurs, l'éthique, l'état d'esprit. Et c'est pour ça qu'on peut parler même d'un fait social total, pour reprendre l'expression de Marcel Mauss, pour parler de la démocratie, parce que ce que souligne Tocqueville, c'est que la démocratie se joue à d'autres niveaux que le niveau politique. Elle se joue dans la manière de s'habiller, tous pareils. Elle se joue dans la manière de travailler, en n'étant plus avec des patrons et qui sont les bourgeois ou les nobles et qui s'asservissent des serfs, mais avec une mutation possible des postes. Et donc, elle se lie aussi dans les familles, elle se lie dans la culture, et c'est ça qui est très important. C'est cela qu'on voit dans les livres, notamment dans Le complot contre l'Amérique, chez Philip Ross, où on voit vraiment cet état démocratique qui est insufflé dans la famille des Ross, avec des difficultés pour comprendre les événements et des divergences, mais on voit cette
ce gouvernement, ce régime politique qui a des effets sur les sentiments, sur les émotions, sur la manière de construire une famille, de penser son travail, de penser son habitat. Et c'est cela qu'on voit très bien dans le complot contre l'Amérique. Donc là, vous avez beaucoup de ponts possibles entre Tocqueville et Philip Ross. Cette tyrannie de la majorité, on peut la détecter dans plusieurs des œuvres. On peut la détecter dans le complot contre l'Amérique, bien sûr, quand les chrétiens derrière Lindbergh, qui sont isolationnistes, vont essayer d'assimiler les juifs et d'écraser les différentes minorités. On le voit dans l'Assemblée des femmes aussi, quand elles veulent que tout le monde rentre dans le rang, que ceux qui sont riches, en fait, finalement, n'aient pas voix au chapitre et il n'y ait plus d'opposition possible quand le jeune homme se fait arracher par les vieilles. Et donc, finalement, on a dans plusieurs œuvres l'impression que le pouvoir, aussi bon soit-il, aussi louable soit-il, avec des valeurs aussi universelles soient-elles, ne peut être vraiment démocratique que si il y a tolérance d'un contre-pouvoir, que si on écoute l'opposition, que si on accepte que des gens ne soient pas d'accord et puissent l'exprimer, hein, sans être forcés, sans être contraints par la violence. Comme on le voit à la fin de la pièce L'Assemblée des femmes, qui finit par cette attaque de toutes ces vieilles sur un vieil homme, sur un jeune homme qui ne veut pas se faire avoir. Donc là, voilà ce qu'on pourrait conclure, c'est que cette expression de tyrannie de la majorité, même si elle ne se retrouve pas dans la partie 4 du tome 2 de la démocratie en Amérique, donc pas dans notre corpus exactement, peut vraiment être très utilisée pour éclairer nos 3 livres, et utile en dissertation. Donc j'espère que ça vous a éclairé de relire ce passage précis où Tocqueville expose divers paradoxes et la manière d'y répondre. Donc ce qu'il fallait retenir pour vraiment conclure, c'est que ce n'est pas parce qu'on est en démocratie qu'on est garanti contre une forme de violence exercée par une majorité si on lui laisse des pleins pouvoirs, des pouvoirs absolus. Donc quel que soit le régime, s'il y a des pouvoirs absolus, et si tous les pouvoirs sont concentrés dans les mêmes mains, s'il n'y a pas une réelle séparation des pouvoirs et une balance des pouvoirs, comme dit Montesquieu, eh bien on sort de la démocratie effective. Je vous remercie de votre attention.